Dans le salon feutré réservé aux pilotes, un adolescent noir est aux anges. Il vient de vivre une visite exclusive des zones réglementées de l'aéroport, un rêve éveillé. Mais son enthousiasme est soudainement brisé par la méfiance d'une commandante de bord expérimentée qui le catalogue comme un intrus. Sans même une chance de s'expliquer, il ne lui reste qu'une seule option, appeler sa mère. Et lorsque celle-ci arrivera, elle renversera la situation d'une manière que personne n'aurait jamais pu imaginer. Si cette histoire vous a touché, aidez-nous à atteindre 1000 abonnés pour que nous puissions continuer à créer davantage d'histoires porteuses de sens. Chaque abonnement est une motivation pour nous de continuer et de raconter les histoires que personne d'autre ne raconte. Léo Dubois n'était pas un adolescent de 16 ans comme les autres. Tandis que les jeunes de son âge étaient obsédés par les jeux vidéo et les dernières tendances des réseaux sociaux, son univers à lui tournait autour des manuels d'aéronautique, des simulateurs de vol et du vrombissement rythmé des réacteurs fendant le ciel. Il pouvait distinguer un Boeing 737 d'un Airbus A380 simplement au son. Sa chambre n'était pas tapissée d'affiches de stars de la musique ou de sportifs, c'était un véritable sanctuaire dédié à l'aviation, orné de plans de cockpit, de cartes du trafic aérien mondial et de photographies encadrées de pilotes noirs qui avaient brisé les barrières dans une industrie qui n'avait jamais été conçue pour eux. Il ne voulait pas seulement voler, il en avait besoin, et il avait tout mis en œuvre pour que ce rêve devienne réalité. Le père de Léo, Richard Dubois, était un investisseur multimillionnaire, un homme dont le nom pesait lourd dans les conseils d'administration et les négociations à haut risque. Sa mère, Éléonore Dubois, était une véritable force de la nature, présidente directrice générale d'Ora Aérienne, l'une des plus grandes compagnies du pays, et une femme qui s'était frayé un chemin jusqu'au sommet d'une industrie dominée par les dynasties familiales et des préjugés plus anciens encore. Ensemble, ils avaient bâti un empire qui offrait à Léo l'accès à la meilleure éducation, aux meilleurs mentors et à des opportunités dont la plupart des jeunes ne pouvaient que rêver. Mais Léo ne voulait pas se reposer sur les lauriers de sa famille. Il avait gagné sa place à la loyale. Quand Ora Aérienne avait lancé son prestigieux programme Aile de l'avenir, une expérience d'immersion très compétitive pour les jeunes aspirants aviateurs, Léo ne s'était pas servi de son nom de famille pour s'assurer une place. Au lieu de cela, il avait passé des semaines à peaufiner une dissertation qui avait éclipsé des milliers d'autres candidatures, écrivant avec la passion de quelqu'un qui avait mémorisé le ciel. Son acceptation n'était pas un simple privilège, c'était un témoignage de son talent, de son dévouement et du fait qu'il méritait d'être là, tout autant que n'importe qui d'autre. Alors, quand le grand jour arriva, Léo portait son badge d'invité VIP comme une médaille d'honneur. Le logo d'Ora Aérienne y scintillait fièrement sous les lumières vives de l'aéroport, avec son nom imprimé en lettres capitales juste en dessous Léo Dubois, programme Aile de l'avenir. Chloé Lambert, la directrice des ressources humaines de la compagnie et guide attitré de Léo pour la journée, était aussi impressionnée qu'amusée. « Je crois n'avoir jamais rencontré un jeune homme capable d'expliquer le rapport poussée-poids mieux que certains de nos pilotes juniors », avait-elle ri ce matin-là, en le guidant à travers les couloirs animés du siège d'Ora Aérienne. Léo avait rayonné. « Ma mère dit toujours que si l'on veut vraiment quelque chose, il faut le connaître sur le bout des doigts. » À midi, la matinée avait déjà été tout simplement incroyable. Il s'était tenu dans la tour de contrôle, observant les contrôleurs aériens chorégraphier le ciel comme des chefs d'un orchestre invisible. Il avait visité le hangar de maintenance, passant ses mains sur le fuselage lisse d'un Boeing 787 flambant neuf. Il était même entré dans un cockpit, contemplant avec admiration la mer de commandes illuminées, s'imaginant le jour où ses boutons, ses leviers, ses calculs deviendraient pour lui une seconde nature. Mais Chloé reçut alors un appel urgent. « Léo, je suis vraiment désolée.
dit-elle en fronçant les sourcils après avoir regardé sa montre. Un imprévu vient de survenir, et je dois m'en occuper immédiatement. Ça ne devrait prendre qu'une vingtaine de minutes. Vous pouvez attendre ici, dans le salon des pilotes. Léo hésita. Il savait que le salon des pilotes était un espace exclusif, réservé aux équipages en uniforme, aux commandants de bord et au personnel de haut rang de la compagnie. Chloé dut deviner son incertitude, car elle lui adressa un sourire rassurant. « Ne vous en faites pas, c'est bon, vous avez l'autorisation. Et puis, il y a un excellent documentaire sur l'aviation qui passe là-dedans, vous allez adorer. Je reviens tout de suite. » C'était toute la confirmation dont Léo avait besoin. Il entra dans le salon des pilotes, s'imprégnant de l'atmosphère, les fauteuils en cuir moelleux, les photos encadrées de pilotes de légende et le grand écran où le documentaire retraçait l'évolution de l'aviation commerciale. La pièce avait été animée à son arrivée, des pilotes discutant de plans de vol, une tasse de café à la main, avant de se disperser progressivement vers leurs appareils respectifs. Finalement, le salon devint plus calme, laissant Léo seul, les yeux rivés sur l'écran. Ce qu'il ignorait, c'est que sa présence dans cette pièce, son existence même dans cet espace, était sur le point d'être remise en question d'une manière qui allait l'ébranler jusqu'au plus profond de son être. Car à ce moment précis, le capitaine Isabelle Renaud venait d'entrer. Et la vue d'un jeune adolescent noir, confortablement assis dans le salon des pilotes, seul, avec un badge qui ne semblait pas correspondre au visage qui le portait, déclencha en elle quelque chose de profondément hostile. Léo remarqua à peine la femme lorsqu'elle entra dans le salon des pilotes. Il était trop absorbé par le documentaire, ses yeux balayant l'écran tandis qu'un historien de l'aviation détaillait comment la propulsion à réaction avait révolutionné le transport aérien commercial. Mais le capitaine Isabelle Renaud, elle, le remarqua immédiatement. Dès l'instant où elle pénétra dans la pièce, son regard acéré et calculateur se verrouilla sur l'adolescent assis confortablement dans un espace où, dans son esprit, il n'avait absolument rien à faire. Elle approchait de la cinquantaine, le visage buriné par des années de vol long courrier et une aura d'autorité qui faisait se redresser instinctivement les pilotes juniors sur son passage. Son uniforme était impeccable, d'un bleu marine pressé à la perfection, les 4 galons sur ses épaulettes signalant son grade de commandante de bord. Elle avait passé plus de 2 décennies à commander des vols à travers le monde, gravissant les échelons dans une industrie qui ne lui avait jamais rien donné facilement. Elle se targuait de sa discipline, de son ordre et de son respect pour la hiérarchie. Et pourtant, alors qu'elle se tenait là, observant la scène, elle ne ressentait aucune de ces choses. Elle ressentait tout autre chose, de l'incrédulité, de la suspicion, une certitude viscérale que quelque chose clochait. Un adolescent noir, seul dans le salon des pilotes, pas d'uniforme, pas de galon, juste un sweat à capuche, une paire de baskets et une expression bien trop à l'aise pour quelqu'un qui aurait dû savoir qu'il n'était pas censé être là. Les doigts d'Isabelle se resserrèrent sur le téléphone qu'elle tenait à la main. Elle avait vu suffisamment de reportages, d'atteintes à la sécurité dans les aéroports, d'individus non autorisés s'infiltrant dans des zones réglementées. C'était exactement comme ça que ces incidents commençaient. On lui avait appris à faire confiance à son instinct, et chaque fibre de son être lui hurlait que ce garçon était un problème. Elle traversa le salon d'un pas décidé, ses talons résonnant sur le sol poli, et s'arrêta juste devant lui. « Excusez-moi, » dit-elle, sa voix tranchante, sèche, conçue pour exiger l'attention. « Qu'est-ce que vous fichez ici ?» Léo cligna des yeux, momentanément décontenancé par la brusquerie de la question. Il leva la tête, croisa son regard et sentit immédiatement tout son poids, l'examen minutieux, le défi, l'accusation silencieuse qui imprégnait ses paroles. Il se redressa légèrement. On m'a dit que je pouvais attendre ici. Ma guide, Chloé Lambert, a dû s'absenter quelques minutes. L'expression d'Isabelle ne s'adoucit pas. Au contraire, elle se durcit.
Chloé Lambert, répéta-t-elle, comme pour tester le nom, comme si elle attendait que Léo vacille, trébuche, expose le mensonge dont elle était convaincue qu'il était en train de raconter. Et elle vous a laissé seule, ici, dans ce salon. Léo hocha la tête, tendant la main vers le badge VIP toujours accroché à son sweat. « Oui, elle m'a donné ça. » Isabelle lui arracha le badge avant même qu'il ait pu le soulever complètement, tirant avec une telle force que l'attache en plastique se brisa net. La soudaineté du geste coupa le souffle à Léo. Ses doigts se crispèrent en poing, tandis qu'il la regardait inspecter le badge comme s'il s'agissait de contrebande. Isabelle le retourna, le tint à la lumière, ses lèvres pincées en une ligne fine et désapprobatrice. « Ce n'est pas un vrai », déclara-t-elle sans détour. La poitrine de Léo se serra. « Quoi ce badge ?» dit-elle en le secouant légèrement. « Il est soit faux, soit volé. Dans tous les cas, vous ne devriez pas l'avoir. » L'estomac de Léo se noua. Ce n'était pas seulement ce qu'elle disait, c'était la façon dont elle le disait. Il n'y avait aucune hésitation, aucun moment où elle n'envisageait même qu'elle puisse avoir tort. Pas de demande de clarification, juste une certitude pure, comme si l'idée qu'il puisse être là légitimement était trop impossible à concevoir. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il tentait de récupérer son badge, mais Isabelle le retira hors de sa portée. « Vous autres, vous devenez de plus en plus audacieux », marmonna-t-elle en secouant la tête avec dédain. Léo se raidit. « Pardon, Isabelle », laissa échapper un rire sans joie. « Oh, ne faites pas l'étonner, je sais exactement de quoi il s'agit. » Un stagiaire laisse une porte ouverte, où une responsable DRH au cœur tendre distribue un badge pour se donner bonne conscience, et tout à coup, on se retrouve avec des inconnus sans qualification qui se baladent dans les zones sécurisées comme s'ils étaient chez eux. Elle eut un ricanement. Incroyable. La mâchoire de Léo se contracta. « Je ne suis pas un inconnu, » dit-il, les dents serrées. « J'ai gagné ma place dans ce programme. » Isabelle haussa un sourcil, nullement impressionnée. Vraiment le défia-t-elle? Ou est-ce qu'on vous l'a donné une histoire de quota de diversité, peut-être une belle opération de com? Parce que je vais vous dire une chose, gamin, aura aérienne ne laisse pas n'importe qui entrer dans les espaces réservés aux vrais pilotes. Léo sentait son pouls marteler ses tempes. « Appelez Chloé », parvint-il à articuler, gardant sa voix stable même si ses mains se crispaient à ses côtés. « Elle confirmera tout. » Isabelle ne tint même pas compte de ses paroles. Elle était déjà en train de prendre sa radio, appuyant sur le bouton avec une aisance professionnelle. « Sécurité au salon des pilotes », dit-elle, sa voix froide, détachée, totalement imperturbable à l'idée de traiter un adolescent de 16 ans comme un criminel. Individu non autorisé avec un badge frauduleux. Menace de sécurité potentielle. Envoyez des agents immédiatement. Le sang de Léo se glaça. « Quoi non? Attendez !» Son cœur battait la chamade, la panique s'infiltrant dans sa voix. « Vous n'avez pas besoin de faire ça, appelez juste Chloé. Elle va tout arranger. » Isabelle ne lui jeta même pas un regard. Elle avait déjà pris sa décision. Léo pouvait le voir dans la façon dont elle reculait, comme s'il était quelque chose de dangereux, d'indigne de confiance, comme s'il était inférieur. Et c'est à ce moment-là qu'il réalisa. Peu importait le nombre de dissertations qu'il avait écrites, peu importait sa connaissance de l'aviation, peu importait que sa mère dirige la moitié de cette compagnie. Rien de tout cela ne comptait, car pour elle, il ne serait jamais un futur pilote. Il ne serait toujours qu'un gamin noir au mauvais endroit. Et maintenant, à cause de cela, la sécurité arrivait. Le pouls de Léo battait à tout rompre dans ses oreilles, tandis qu'Isabelle Renaud raccrochait sa radio à sa ceinture, son expression illisible mais sa décision finale. Aucune hésitation, aucun doute, juste la conviction inébranlable qu'elle avait raison, qu'elle avait identifié une menace, et que cette menace,
C'était lui. Il eut à peine le temps de digérer le poids de la situation avant que les portes du salon des pilotes ne s'ouvrent en grand. 2 agents de sécurité en uniforme entrèrent d'un pas décidé, la posture raide, les yeux déjà rivés sur lui, comme s'ils avaient reçu la confirmation de sa culpabilité avant même d'entendre sa version des faits. Le plus grand des deux, un homme trapu à la coupe en brosse dont le badge indiquait Morel, s'arrêta à quelques mètres et lança à Léo un regard long et mesuré avant de se tourner vers Isabelle. « C'est vous qui avez appelé, capitaine Renaud. » Isabelle croisa les bras, son visage un masque d'autorité froide. « C'est exact. Je l'ai trouvé assise ici, seule. Pas de supervision, pas d'autorisation, juste ça. » Elle brandit le badge VIP de Léo, le balançant entre 2 doigts comme une pièce à conviction. Il m'a dit qu'une responsable des RH le lui avait donné, mais soyons sérieux. Est-ce que ça vous semble légitime? Le second agent, plus jeune, aux cheveux blonds foncés, se tortilla mal à l'aise, son regard se posant sur Léo pour la première fois, comme s'il le voyait enfin comme une personne plutôt que comme un problème. « Comment tu t'appelles, gamin ?» demanda-t-il, son ton moins hostile que celui de son partenaire, mais toujours teinté de scepticisme. Léo s'efforça de se redresser, de soutenir leur regard, même si son corps lui hurlait de se recroqueviller, de disparaître, de se faire le plus petit possible sous leur examen. « Léo Dubois, dit-il, sa voix égale mais tendue. J'ai été invité. Je fais partie du programme Aile de l'avenir d'aura aérienne. Chloé Lambert, elle travaille au RH. C'est elle qui m'a dit d'attendre ici. Elle m'a donné ce badge. » Morel ne jeta même pas un autre regard au badge. Il laissa échapper un grognement, peu impressionné. « C'est ça. » Il sortit un petit carnet de sa ceinture et l'ouvrit. « T'as une pièce d'identité sur toi ?» Léo hésita. « Ma carte de lycéen est dans mon sac. » « Mon téléphone ?» Avant même qu'il puisse finir, Morel leva la main. « Laisse tomber, » dit-il sèchement, comme si Léo venait d'échouer à un test invisible. « Comment t'es entré ici ?» Léo fronça les sourcils. « Je suis entré par la porte. » Les yeux de Morel se plissèrent. « Tu es entré par la porte. » Il laissa échapper un petit rire en secouant la tête. « Tu t'attends à ce que je croie que tu t'es simplement baladé dans une zone réglementée, que tu as montré cette petite carte en plastique et que personne n'a pensé à te poser de questions. » L'estomac de Léo se tordit. « Parce que j'avais le droit d'être ici, » dit-il, sa voix montant légèrement, sa frustration perçant à travers la peur. « Je ne me suis pas faufilé, je ne suis pas entré par effraction, je n'ai rien fait de mal. » Isabelle laissa échapper un souffle sec, secouant la tête avec une déception feinte. « Écoutez-le, » murmura-t-elle, en jetant un regard aux agents avec un sourire en coin. « Il joue toujours les innocents, n'est-ce pas ?» Quelque chose en Léo se brisa. Il n'était pas stupide. Il savait exactement ce qu'elle voulait dire, ce qu'elle insinuait, quel genre de personne elle voyait en le regardant. Pas un jeune pilote prometteur, pas un étudiant avec des rêves plus grands que le ciel. Juste un gamin noir dans un salon chic, avec un badge qu'elle ne pensait pas qu'il méritait. « Je ne joue à rien du tout, » rétorqua-t-il, ses mains se crispant sur ses genoux. « Je n'ai rien fait de mal. Je suis juste assis là, à regarder la télé, en attendant comme on me l'a demandé. » Morel expira brusquement, échangeant un regard avec son partenaire. « Très bien, » dit-il en refermant son carnet d'un coup sec. « Debout. » Le souffle de Léo se coupa. « Quoi, j'ai dit debout ?» répéta Morel, son ton plus dur, sa posture s'élargissant comme s'il se préparait à une résistance. « On va aller faire un petit tour. » Le cœur de Léo martela sa poitrine. Ses paumes devinrent soudainement moites. Il connaissait ce sentiment, ce courant électrique de peur,
cette façon dont tout son corps lui hurlait d'obéir, d'obéir, d'obéir. Car les garçons noirs qui n'obéissaient pas, qui résistaient, qui répliquaient, qui posaient des questions, ne s'en sortaient pas toujours indemnes. « Je n'ai rien fait de mal », répéta-t-il, mais cette fois, sa voix vacilla. « Gamin », intervint le plus jeune agent, sa voix plus mesurée, « c'est juste une précaution. On doit juste te sortir du salon, te poser quelques questions de plus, clarifier les choses, comme s'il était déjà coupable, comme s'il n'avait plus qu'à rassembler les détails du crime qu'ils avaient déjà décidé qu'il avait commis. » Isabelle soupira en croisant les bras, regardant Léo avec une sorte de dégoût désinvolte et condescendant. « Tu sais, » dit-elle en penchant la tête, « si tu étais malin, tu ferais simplement ce qu'ils disent. » Ou alors, elle sourit, sa voix devenant basse, suffisante et dégoulinante de venin, « tu pourrais résister, et on verra bien comment ça se termine pour vous. » Les poumons de Léo se compressèrent. Ce n'était pas une menace, c'était une promesse. La patience de Morel s'épuisa. Maintenant, gamin. Le corps de Léo bougea avant que son esprit ne puisse suivre. Ses jambes raides alors qu'il se levait de son fauteuil, son pouls rugissant dans ses oreilles. Ses muscles étaient tendus, chaque instinct lui criant de garder ses mains bien en vue, de ne faire aucun mouvement brusque. Mais rien de tout cela n'empêchait la façon dont la pièce avait changé. Rien de tout cela n'empêchait les pilotes et les membres d'équipage à proximité de regarder avec une approbation silencieuse, certains chuchotant entre eux, mais personne n'intervenant, personne ne posant de questions, personne n'arrêtant ce qui était si manifestement une injustice. Pour eux, ce n'était pas un malentendu, c'était le protocole. Isabelle s'écarta, faisant un grand geste dédaigneux vers la sortie, comme si elle venait de nettoyer seule un désordre qui n'avait pas sa place dans son monde. « Assurez-vous qu'il n'a rien sur lui, » ajouta-t-elle, son ton léger, presque amusé. « Vous savez comment ils sont. Encore ils. » Les murs du salon des pilotes n'avaient jamais semblé aussi suffocants. Les doigts de Léo tressaillirent, sa respiration s'accélérant. Son corps tout entier brûlait de l'injustice de la situation. Mais que pouvait-il faire? Se battre, protester, exiger que quelqu'un, n'importe qui le croie. Il savait comment cette histoire se terminait. Il serra si fort les dents que sa mâchoire lui fit mal, fixant le sol brillant sous ses pieds, essayant de ravaler la honte, la rage, le sentiment d'impuissance absolue. « Je veux appeler ma mère », dit-il, sa voix à peine plus qu'un murmure. Isabelle laissa échapper un rire moqueur. « Oh, mon chou !» dit-elle en secouant la tête, les yeux brillants de condescendance. « Et qui est-elle, au juste, tu crois quelqu'un d'important ?» Les mains de Léo se crispèrent en poing. Elle n'en avait aucune idée, mais elle était sur le point de le découvrir. Les doigts de Léo tremblaient alors qu'il sortait son téléphone de sa poche. L'écran se brouilla légèrement, tandis qu'il faisait défiler ses contacts jusqu'au seul nom qui pouvait mettre fin à ce cauchemar en un instant, maman. Son souffle était court et irrégulier lorsqu'il appuya sur le bouton d'appel, portant le téléphone à son oreille, sa voix étreinte par la peur et la fureur. « Maman, j'ai besoin de toi au terminal B, » dit-il, essayant de garder sa voix stable, d'empêcher la panique de s'y infiltrer. Tout de suite, au salon des pilotes. Il déglutit, jetant un coup d'œil aux agents qui le surveillaient comme s'ils attendaient qu'il prenne la fuite. Il y a un problème, une pause, puis la voix de sa mère, basse et acérée, tranchant le chaos comme de l'acier. Quel genre de problème la gorge de Léo se noua. Pendant une seconde, il voulut le dire clairement, lui dire que malgré tout ce qu'il avait fait pour prouver qu'il avait sa place ici, quelqu'un l'avait quand même vu comme un problème à éliminer. Mais il la connaissait. Il connaissait le fonctionnement de son esprit. Elle n'avait pas besoin qu'il le dise explicitement. Elle pouvait l'entendre dans sa respiration, dans le léger tremblement de sa voix.
La sécurité est là, dit-il à la place, chaque mot soigneusement mesuré, car il savait pertinemment à quel point le moindre soupçon de peur pouvait être dangereux dans ces moments-là. Il pense que je ne suis pas censé être ici. Une pause. Un silence si épais qu'il lui donna la chair de poule. Puis, j'arrive dans 5 minutes. Elle raccrocha. Léo abaissa son téléphone, son cœur battant la chamade. 5 minutes. Ce n'était pas une promesse, c'était une garantie. Isabelle laissa échapper un rire sec, croisant les bras. « Oh, c'est adorable !» ricana-t-elle, ses lèvres se retroussant avec amusement. « Laissez-moi deviner, ta maman va venir ici, hausser le ton et exiger qu'on arrête de harceler son petit bébé. Peut-être qu'elle travaille au Starbucks du Hall C. Ou est-ce qu'elle fait partie des agents d'entretien? » Elle sourit aux agents de sécurité, se délectant de leur gloussement discret. L'arrogance, je vous jure. Léo ne bougea pas, ne scia pas, ne réagit pas, parce qu'il n'en avait pas besoin. Le changement dans l'atmosphère fut instantané. Un grésillement soudain des talkies-walkies des agents, une voix perçant le silence, stridente et urgente. Attention à toutes les unités près du terminal B. Une personnalité VIP est en route vers le salon des pilotes. Répétez. VIP en route. Dégagez la zone immédiatement. Morel et le jeune agent se raidirent. Le sourire suffisant d'Isabelle vacilla, puis, comme une vague déferlant sur le terminal, tout l'aéroport sembla changer. Les agents d'embarquement se redressèrent. Les hôtesses de l'air du café voisin abandonnèrent leur poste pour s'aligner instinctivement près du couloir. L'agent d'entretien qui nettoyait le sol s'arrêta en plein mouvement, posant sa serpillière avec un soin délibéré, sa posture se redressant tandis que ses yeux se tournaient vers l'entrée. Ensuite arriva le service de sécurité. Pas les agents standards de l'aéroport comme Morel et son partenaire. Non, ces hommes et ces femmes portaient des costumes noirs, des oreillettes brillant sous les néons, leurs mouvements précis et calculés alors qu'ils formaient un passage à travers le salon. Leur présence envoyait un message clair et silencieux, quelque chose se passait, quelque chose de grand. Isabelle recula d'un pas, le front plissé. Mais qu'est-ce que... Et puis, la pièce se fendit en deux. Les portes s'ouvrirent en grand, et Éléonore Dubois entra. Elle n'eut pas besoin d'élever la voix, elle n'eut pas besoin de s'annoncer. Sa seule présence modifia le centre de gravité de tout le terminal. Vêtue d'un élégant tailleur-pantalon gris anthracite, Éléonore Dubois était une femme qui commandait l'espace aérien autour d'elle. Ses cheveux étaient coiffés en un chignon impeccable, ses talons martelant le carrelage à chaque pas mesuré et délibéré. L'insigne d'aura aérienne brillait sur le revers de sa veste, mais ce n'était pas seulement sa position qui provoqua une onde de choc. C'était qui elle était, l'une des femmes les plus puissantes de l'industrie aéronautique. La femme qui s'était battue en partant de rien, qui avait bâti son nom aux côtés des titans, qui avait réécrit les règles pour les dirigeants noirs dans un espace qui n'avait jamais voulu leur faire de place. Et elle était furieuse. Les cadres la suivaient, des membres de haut rang d'aura aérienne, chacun ayant l'air d'entrer sur un champ de bataille. Chloé Lambert, la même directrice des RH qu'Isabelle avait si arrogamment rejetée, était parmi eux, le visage pâle mais flamboyant de colère. Léo sentit un nœud dans sa poitrine se desserrer légèrement, parce que maintenant, il ne l'ignorait plus, il ne le rejetait plus. Maintenant, il regardait Isabelle. Isabelle qui avait soudainement perdu toute once de confiance. Isabelle qui commençait à comprendre qu'elle venait de commettre une erreur qui mettrait fin à sa carrière. Éléonore s'arrêta juste devant Léo, une main venant se poser sur son épaule.
Une déclaration de protection silencieuse mais inébranlable. Ses yeux, cependant, étaient rivés sur Isabelle. Et quand elle parla, sa voix était d'une froideur létale. « C'est mon fils, dit-elle, chaque syllabe comme le fil d'un rasoir, tranchant la tension dans la pièce. Aimeriez-vous m'expliquer pourquoi, exactement, vous avez jugé nécessaire d'appeler la sécurité pour un enfant qui était invité ici ?» Isabelle ouvrit la bouche, la referma, l'ouvrit à nouveau. Aucun mot ne sortit. L'expression d'Éléonore ne changea pas. « J'attends, dit-elle, son ton d'un calme inquiétant, ce qui le rendait infiniment plus terrifiant. Isabelle déglutit. « Je ne savais pas. » « Qu'il était mon fils, termina Éléonore, la tête légèrement inclinée. « Oh, je vous crois. » Son regard s'aiguisa. « Parce que si vous l'aviez su, vous n'auriez jamais osé. » Le silence noya la pièce. Chloé s'avança, la mâchoire crispée. « Madame Dubois, dit-elle, sa voix tremblant de fureur, je suis infiniment désolée. J'ai laissé Léo ici pendant 20 minutes et je suis revenu le trouver traité comme un criminel. » Les lèvres d'Éléonore se pincèrent en une ligne fine, mais elle ne regarda pas Chloé. Elle ne regarda pas les agents. Elle ne regarda même pas Isabelle. Elle regarda Morel, l'agent qui avait forcé Léo à se lever, celui qui l'avait pratiquement accusé de s'être faufilé. « Votre nom » demanda-t-elle, sa voix douce comme de la soie, tranchante comme de l'acier. Morel hésita, sa gorge se nouant. « Agent Morel, madame. » Le regard d'Éléonore ne vacilla pas. « Agent Morel, » répéta-t-elle lentement. « Diriez-vous que vous vous êtes conduit de manière appropriée aujourd'hui ?» Le silence était suffocant. Morel déglutit. « Peu importe, » l'interrompit Éléonore, sa voix d'une douceur mortelle. « Je connais déjà la réponse. » Et enfin, elle se tourna de nouveau vers Isabelle. « Capitaine Renaud, dit-elle, sa voix une tempête silencieuse et bouillonnante. Vous allez me remettre votre badge d'identification, avec effet immédiat. Vous êtes suspendu pour 6 mois, sans solde, pendant que nous menons une enquête complète sur votre comportement et les plaintes antérieures. » Le visage d'Isabelle se vida de toute couleur. Chloé intervint de nouveau, sa voix sèche. « Vous avez 3 plaintes antérieures dans votre dossier, toutes concernant un traitement inapproprié de jeunes employés de couleur. Nous n'avions jamais eu assez d'éléments pour prendre des mesures disciplinaires. » Ses yeux brillèrent de fureur. « Mais aujourd'hui, nous en avons. » La bouche d'Isabelle s'ouvrit, mais rien ne sortit, parce qu'elle savait qu'elle avait perdu. Éléonore se redressa, relevant le menton. « Raccompagnez-la dehors. » Un des cadres s'avança immédiatement, et Isabelle, toujours raide, toujours sous le choc, fut conduite vers la sortie. Elle était entrée en se croyant intouchable. Elle sortait en sachant qu'elle venait de ruiner sa propre carrière. Léo laissa échapper un souffle qu'il n'avait pas réalisé retenir. Sa mère se tourna vers lui, son expression s'adoucissant alors qu'elle lui caressait la joue. « Ça va » demanda-t-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. Léo déglutit, la gorge toujours nouée. « Maintenant, oui, dit-il. » Léo expira lentement, essayant de se calmer, mais le poids de tout ce qui venait de se passer pesait encore sur sa poitrine comme une force lourde et inamovible. Il avait passé sa vie à croire que s'il travaillait assez dur, étudiait assez, faisait assez ses preuves, alors le monde le verrait pour qui il était, pas pour ce qu'on supposait qu'il était. Mais aujourd'hui il lui avait montré la laide vérité. Cela n'avait pas d'importance. Pas pour des gens comme Isabelle Renaud, pas pour ceux qui voyaient la couleur de sa peau avant son ambition. Il était entré dans ce salon en tant que futur pilote, mais pour eux, il n'avait jamais été qu'une menace pour la sécurité. L'humiliation, la colère, l'épuisement pur et simple menaçaient de le submerger. Mais la main de sa mère se pressa doucement contre son épaule, l'ancrant, le ramenant de cet abîme de rage et d'impuissance. Éléonore Dubois
avait mené des batailles comme celle-ci bien avant sa naissance. Elle avait ouvert la voie pour qu'il n'ait pas à le faire, et pourtant, il se retrouvait là, de nouveau. Son expression s'adoucit alors qu'elle l'étudiait, comme si elle pouvait voir chaque pensée, chaque émotion qui se battait en lui. « Léo, dit-elle doucement, juste pour lui, regarde-moi. » Il le fit. « Tu as ta place ici. » Sa gorge se serra. Avant qu'il ne puisse répondre, quelqu'un se racla la gorge. Léo se tourna pour voir une femme se tenant à quelques pas, son uniforme impeccable, 4 galons dorés brillant sur ses épaules. Le capitaine Aïssatou Diallo, l'une des commandantes de bord les plus expérimentées d'Aura aérienne, et l'une des seules femmes capitaines noires de toute la flotte. Elle adressa un signe de tête respectueux à Éléonore avant de tourner son attention vers Léo, une lueur de compréhension dans ses yeux sombres. « J'ai entendu ce qui s'est passé, » dit-elle, sa voix stable, calme, le genre de voix qui pourrait guider un avion à travers les pires turbulences sans la moindre trace de peur. Et je ne vais pas prétendre être surprise. Léo déglutit, une vague de honte l'envahissant. Il détestait qu'elle ait à le voir comme ça, ébranlé, exposé, dépouillé de toute la confiance avec laquelle il était entré. Le capitaine Diallo dut remarquer son expression, car son regard s'adoucit légèrement. « Ne laisse pas ce moment te définir, » dit-elle. « Les gens comme Isabelle Renaud ne gagnent que s'ils te font douter de toi-même, s'ils te font croire que tu n'as pas ta place. » Un petit sourire se dessina au coin de ses lèvres. « Et je peux te promettre une chose, tu as bien plus ta place ici qu'elle ne l'a jamais eue. » Léo laissa échapper un souffle qui semblait piégé dans sa poitrine depuis des heures. Puis, le capitaine Diallo jeta un coup d'œil à Éléonore. « J'ai un vol pour Chicago dans 1 heure, dit-elle, mais j'ai un peu de temps avant mes vérifications pré-vol. Si Léo le souhaite, je serai ravi de lui faire une vraie visite du cockpit. Une qui ne se termine pas par une escorte de la sécurité. » Pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, Léo sentit une lueur de quelque chose qui n'était ni de la colère, ni de l'épuisement, de l'espoir. Éléonore haussa un sourcil, regardant son fils. « Qu'en penses-tu » Léo hésita, son esprit encore embrouillé par le poids des événements. Mais il repensa à la raison de sa présence ici. Pourquoi il s'était tant battu pour y arriver? Parce que peu importe ce que pensait Isabelle Renaud, peu importe le nombre de personnes qui essaieraient de le renvoyer dans la case qu'elles avaient construite pour lui, c'était toujours son rêve, et personne n'allait le lui enlever. Ses doigts se resserrèrent sur le cordon cassé qu'il tenait toujours à la main. « J'aimerais beaucoup, » dit-il enfin. Le capitaine Diallo sourit. « Bien. » Elle fit un geste vers la sortie. « Allons-y. Alors, futur pilote. Allons te mettre dans le cockpit, là où est ta place. » Tandis que Léo la suivait hors du salon des pilotes, il ne regarda pas en arrière. Il n'en avait pas besoin, parce qu'Isabelle Renaud était partie, parce que la prochaine fois qu'il franchirait ses portes, ce ne serait pas en tant qu'invité, ce ne serait pas en tant qu'étranger, ce serait en tant que pilote. Et personne, plus jamais, ne remettrait en question sa légitimité.